Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 dans le titre de ce dernier virage de l'information. La médecine nucléaire a l'avantage de fournir des informations anatomiques et fonctionnelles. Elle permet donc de prendre en charge les maladies compliquées, a déclaré ce jeudi le Premier ministre. Robert Beugri-Mambé participait aujourd'hui même au lancement de la première édition des journées portes ouvertes de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a conduit une délégation en Angola. À Luanda, Mamadou Sangafoa Koulibaly a pris part à la conférence annuelle sur le pétrole, une rencontre au cours de laquelle il a appelé à participer à la première édition du CIREX qui se tiendra à Abidjan fin novembre prochain. Et puis Abidjan, justement, abrite la 9e réunion des agences de presse africaines. Ça sera l'occasion d'une revue de la coopération technique entre agences de presse membres de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAAPA. Une opportunité de rencontre, d'échange et de partage avec les autorités des États sur la perception des perspectives et la vision qu'ont apporté la FAAPA. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Malgré le nombre de patients traités sur l'année 2023-2024, l'IMENA, l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, demeure quelque peu dans l'inconnu. Un institut à la pointe de la technologie pour la détection et le traitement précoce des maladies qui a décidé de communiquer. Et cela passe par des journées portes ouvertes qui ont démarré aujourd'hui même et qui vont durer 48 heures. Par ailleurs, des travaux d'extension de l'Institut ont été lancés ce jeudi par le Premier ministre Robert Beugri-Mambé. On retrouve les explications de Léon Brou. CHU de Cocody, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Ici, des appareils spécifiques dits gamma caméra et des produits radioactifs comme médicaments utilisés pour le diagnostic et le traitement précoce des maladies graves telles les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Déjà une année d'activité et le ministère de la Santé satisfait des avancées. Avant la mise en place de cette infrastructure, c'est plus de 600 patients qui se déplacent chaque année pour se rendre à l'étranger pour bénéficier des soins de médecine nucléaire, ce qui engendrait des coûts considérables et des risques accrus. Aujourd'hui, grâce à la vision de son Excellence le Président de la République et l'engagement constant du gouvernement, ces soins sont disponibles désormais sur place à Abidjan. Ce sont plus de 1033 patients ivoiriens étrangers qui ont pu bénéficier d'examens et de traitements essentiels, notamment des scintigraphies osseuses, thyroïdiennes, rénales, cardiaques et pulmonaires. Ces résultats témoignent de l'impact immédiat et durable de cet institut sur la santé publique de notre pays et au-delà de nos frontières. Pour autant, peu connue reste la médecine nucléaire de l'avis de la directrice de l'Institut, le professeur Kwame Koutou-Anik. Ces 2 journées portes ouvertes donc pour promouvoir la spécialité médicale et ses applications. Les praticiens ivoiriens ont le soutien de ceux de la Tunisie, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Le gouvernement, lui, procède au renforcement des capacités du centre par le don d'autres équipements de pointe et de nouveaux bâtiments dont le Premier ministre procède ici à la pose de la première pierre. Ainsi se traduit la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière d'accès aux soins de santé, précise le chef du gouvernement. Toutes nos régions seront dotées très prochainement d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe, sans oublier le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact. Le chef de l'État a largement mérité en cela la distinction honorifique de champion de la promotion de la médecine nucléaire qui lui a été attribuée par l'AFCON, la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Il est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan est rendu opérationnel en 2023 grâce à un investissement de 3 milliards de francs CFA du gouvernement. Agenda chargé du Premier ministre qui était ce jeudi aux côtés des retraités de Côte d'Ivoire, des retraités qui ont rendu hommage ce jeudi 3 octobre au président de la République Alassane Ouattara. À l'origine, les réformes du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des seniors, notamment la prime spéciale de retraite déjà en vigueur, une prime instaurée le 6 août dernier par le président de la République. Le Premier ministre qui conduisait à cette cérémonie un parterre de membres du gouvernement a traduit la solidarité du chef de l'État aux seniors.
Autre chose à présent, le calendrier des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale a été adopté ce jeudi. Ce sont au total 22 projets de loi qui seront sur la table des députés. Au nombre de textes à examiner le projet du budget de l'État pour l'année 2025. La séance a été présidée par le président de l'hémicycle, Adama Bictogo. Plus de détails avec Moussa Konaté. Ouverte le 1er octobre dernier, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024 va s'étendre sur 3 mois. Durant cette période, 22 textes de loi vont être examinés. Chers collègues, la conférence des présidents s'est réunie hier mercredi 2 octobre à l'effet de proposer à l'adoption de l'Assemblée nationale un projet de calendrier des travaux parlementaires sur la période du jeudi 3 octobre au mardi 31 décembre. Ce projet de calendrier a été mis à votre disposition. Je vous informe qu'à ce jour, 22 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi ordinaires et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. Les travaux parlementaires prendront donc fin le 31 décembre. Ils seront marqués par l'examen du budget de l'État. Le projet de loi de finances, à savoir le projet de loi de règlement portant budget de l'État pour l'année 2023, le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, exhorte donc les députés à se rendre disponibles afin de participer aux travaux parlementaires. La Côte d'Ivoire figure parmi les invités de la 5e conférence annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, une rencontre à laquelle participent plusieurs acteurs mondiaux. Ces derniers ont été invités à prendre part à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Le CIREX se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 à Abidjan. Soro Corona est notre envoyé spécial à Luanda. Salle de conférence du centre de convention de Luanda en Angola, site qui abrite la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. Un rendez-vous annuel pour montrer les potentialités minières, pétrolières et gazières. Cette initiative pour réfléchir et proposer des alternatives afin de mutualiser les forces des pays africains producteurs. La Côte d'Ivoire était représentée à cette conférence par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoua Coulibaly était accompagné d'une forte délégation. Le ministre angolais des Ressources minérales, du pétrole et du gaz rappelle les enjeux de ces 2 jours de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie salue ces assises qui permettront aux pays africains de travailler ensemble pour une meilleure productivité des ressources minières. Il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de financements qui sont disponibles pour l'exploration et l'exploitation, puisque les financements sont désormais orientés vers les réseaux énergies renouvelables. Et puis, vous savez, avec toute la géopolitique à l'international, la plupart des zones de production sont touchées par la crise internationale et ça pose de nombreux défis, notamment aux pays africains qui ont besoin d'énergie en ce moment-là pour soutenir leur croissance économique. Je pense qu'il y a des questions qui méritent qu'on se mette ensemble en tant qu'Africains pour les aborder. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, ouvrant la conférence, invite les États africains à partager leurs expériences en matière de production des mines, du pétrole et du gaz. Cette conférence de grande importance se déroule dans la période où la situation géopolitique et macroéconomique observe plusieurs difficultés sur les marchés. L'Angola continue d'être un moteur compétitif dans l'exploration du pétrole. C'est le lieu d'inviter les pays pétroliers et gaziers africains à mutualiser leurs forces pour le développement économique. L'Angola sera toujours là à accompagner ces pays à relever ces défis. Occasion pour Mamadou Sangafoua Coulibaly d'inviter l'Angola à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIRES. Le CIRES se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. La 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz est meublée de panels de haut niveau, des signatures de conventions et des expositions des différents secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.
Après l'Angola, nous prenons le cap sur la France où plusieurs activités se déroulent en marge de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement francophones à Paris. Parmi elles, les rencontres franciliennes de la francophonie. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend justement part aux assises. La présidente en exercice de la Confémène va se prononcer sur les actions menées par la Côte d'Ivoire afin de promouvoir le français, une langue qui compte aujourd'hui 150 millions d'apprenants. Envoyé spécial à Paris, Sephora Zegui. 321 millions de francophones dans le monde avec 150 millions d'apprenants, la langue française est la troisième parlée au monde. Parallèlement au sommet de la francophonie qui s'ouvre dans 24 heures, l'hémicycle Simone Veil du Conseil régional de l'Île-de-France abrite les premières rencontres franciliennes, des journées qui offrent l'opportunité d'aborder plusieurs thématiques portant sur l'éducation, la jeunesse, la promotion des valeurs francophones et la culture. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, salue l'initiative de la Côte d'Ivoire qui a fait du retour de la dictée une priorité après les EGENA, États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais évidemment que cette journée d'échange soit là pour imaginer d'autres projets très concrets. Et au cœur de ces projets, il doit y avoir bien sûr la jeunesse. La jeunesse qui est au centre de tous nos espoirs, mais aussi au centre de tous nos défis. Et tout ça, elle ne le dit pas, mais c'est lié à l'action de la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire qui a remis la dictée dans les écoles de Côte d'Ivoire. Et la France a suivi la Côte d'Ivoire et a remis aussi la dictée, mais un petit peu plus tard. Mais donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire nous a montré le chemin. Pure illustration des résultats du retour de la dictée dans les salles de classe, l'Oevan Krikoum est plébiscité par la région de l'Île-de-France. Invité spécial de Valérie Pécresse, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs présidente de la Confémène, dresse le bilan des actions menées par la Côte d'Ivoire en vue de rendre populaire le français dans toute sa diversité. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a initié plusieurs actions relatives à la francophonie dans divers secteurs. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs actions éducatives sont mises en œuvre pour faire vivre la francophonie auprès de la jeunesse. On peut citer dans le cadre des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le retour de la dictée dans le système éducatif qui a permis à notre pays d'être sur le toit du monde au niveau de cette discipline avec notre champion mondial, Lovan Krikoum, élève aujourd'hui en classe de 6e. Mesdames et messieurs, nous avons aussi la réforme des collèges qui implique une meilleure transition du primaire vers le secondaire, le premier cycle, en mettant l'accent sur une éducation de base. Tout comme les autres pays francophones du monde, la Côte d'Ivoire travaille à la vulgarisation de la langue française, autant dans les établissements scolaires, universitaires que dans la société. Retour en Côte d'Ivoire avec la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAAPA, qui tient à Abidjan ses 9e assises. Les participants vont dresser le bilan des activités de l'année 2023. Ils vont aussi présenter le plan d'action au titre de l'année 2024-2025. Ce rendez-vous en terre d'Abidjan, qui va se dérouler sur 72 heures, va mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. On en parle avec Normi Mokla et Jean-Marc Djadji. La 9e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines s'ouvre avec des réflexions sur les défis liés à l'intelligence artificielle. Occasion pour les acteurs de l'information et de la communication de proposer de nouvelles stratégies dans le traitement de l'information. Les directeurs d'agences de presse africaines s'engagent à lutter contre la désinformation en s'appropriant l'intelligence artificielle. Je suis convaincu que la volonté qui nous anime tous aujourd'hui crée les conditions favorables pour donner un nouvel élan à la coopération future visant la transformation structurelle des agences de presse africaines dans un processus de développement et d'innovation audacieux. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, président de cette cérémonie, encourage les médias à faire preuve de professionnalisme. Et cependant, il est crucial d'aborder avec discernement et responsabilité afin que les agences de presse conservent leur indépendance éditoriale. En s'appropriant ces nouvelles technologies tout en respectant les valeurs fondamentales
métier du journalisme, les agences de presse africaines pourront se positionner, nous en sommes convaincus, comme des acteurs incontournables dans le paysage médiatique mondial. L'adoption du rapport de la 7e Assemblée générale du 23 janvier dernier et la sélection des lauréats des Grands Prix FAAPA au titre de l'année 2024 sont attendus au terme de ces assises. On parle maintenant de sécurité avec la DST, la Direction de la surveillance du territoire, qui se voit renforcer sa capacité opérationnelle. Elle a reçu d'un partenaire au développement plusieurs équipements de dernière génération, un don qui permettra à la Côte d'Ivoire de faire face à l'immigration clandestine, au trafic sur les fleuves et renforcer la sûreté à ses frontières. Une aide substantielle contre la menace terroriste. Plus de détails avec Walter Amadou Ouattara. Cette caméra IP solaire a la fonctionnalité de capturer et d'envoyer des images à distance. Elle fait partie des lots d'équipements qui vont contribuer à la sécurisation des frontières ivoiriennes. L'honneur revient au conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, coordonnateur national du renseignement, de situer le contexte de remise de ce matériel. Des dons qui ont été faits par un partenaire du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un partenaire de la communauté nationale de renseignement de Côte d'Ivoire. Ces dons sont faits dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, la sécurisation de nos frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'en félicite et rassure de l'engagement de son département à contribuer davantage à la quiétude des populations ivoiriennes. Et je voudrais encore témoigner notre reconnaissance pour ces matériels qui nous permettront d'améliorer notre réponse face à la menace terroriste, à la sécurisation de nos frontières et à l'immigration irrégulière. Vous, chers collaborateurs, je sais pouvoir compter sur votre sens élevé de professionnalisme et de responsabilité pour l'usage qui sera fait de ces matériels. Le gouvernement nous a assigné des objectifs et nous avons l'obligation de les atteindre. Sans ordinateur portable, sans autre de bureau, ce sont 10 caméras de surveillance équipées de panneaux solaires, 8 minibus, 50 drones, 76 motos, 4 quads, 100 lecteurs UV et 4 bateaux pour navigation sur fleuve. Ce matériel est destiné à la Direction de la surveillance du territoire, DST. De la sécurité, il en faut également sur les cités universitaires. Plusieurs occupants illégaux ont été sommés de quitter les lieux. La mesure fait suite à un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui entend mettre de l'ordre dans le secteur. Un appel au départ constaté par nos équipes de reportage. Un sujet de Sarah Tiemene et Jean-Marc Diadji. Cité universitaire de Mermoz, dans la commune de Cocody. Il est 15h ce jeudi 3 octobre. Sommé de quitter les lieux pour occupation illégale, les concernés plient bagages. Hier, nous avons reçu sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous demande de libérer les cités universitaires. C'est par le biais de la FESI que j'ai obtenu ma chambre en cité. Suite au communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette mesure a pris effet depuis le mercredi 2 octobre. Moi, j'occupe de manière illégale, comme ils disent. Mais j'ai postulé 2 fois, je n'ai pas eu de chambre. C'est pourquoi j'ai eu recours à ceux qui nous donnent des chambres de manière illégale. À Mermoz, à la Cité Rouge ou encore à l'université de Cocody, tout semble se dérouler dans le calme. Les agents du CROU A1, aidés par les forces de l'ordre, veillent à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. Et ça sera bientôt la fin du calvaire pour les habitants de la commune de Bingerville. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le terrain pour voir de près l'état d'avancement de certains travaux. Amédée Kofi Kwaku a vu de près ce relatif à la voie express de contournement de la commune de Bingerville. Le prolongement du boulevard Mitterrand, long de 11,5 km, va coûter un peu plus de 64 milliards de francs CFA et les travaux vont durer 24 mois. Les détails de cette visite de terrain avec Dangui Dangui. Les bouchons à l'entrée de la commune de Bingerville appartiendront bientôt au passé. Démarrés en février dernier, les travaux de la voie express de contournement de la commune de Bingerville à partir du carrefour Fekese avancent, en tout cas à un rythme qui satisfait Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il y a une partie qui est en 2 fois 3 voies
et une autre partie qui est en 2x2 voies. Mais comme nous avons l'emprise, nous allons voir avec M. le Premier ministre pour faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, pour que assez rapidement ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Quand nous sommes venus voir ce chantier, nous sommes satisfaits. Le chantier va finir en 2026. L'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 64 milliards de francs CFA sur la table pour la construction de cette voie express long de 11,5 km. Objectif, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de mobilité des populations de cette zone. Bingerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Vous n'êtes pas sans ignorer que pour ceux qui habitent du côté de Bingerville, c'est la classe moyenne ivoirienne, pour aller au plateau, très souvent, ceux qui sont après le marché de Bingerville sont obligés de quitter chez eux deux fois à 3 h du matin. Donc ça implique beaucoup de contraintes. Et le soir, pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on fasse cette autoroute de contournement. Les travaux de construction de cette voie express de contournement sont le prolongement du boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville et vont durer 24 mois. Le taux d'exécution générale est estimé à 35% à fin septembre dernier. On parle maintenant de développement avec le conseil municipal d'Odiéné qui s'active pour rester conforme à son programme quinquennal de développement des infrastructures routières. Il vient de lancer un vaste projet de reprofilage de voirie, une opération suivie de près par le premier magistrat de la commune, le tout à la grande satisfaction des populations. Khalid Dumondé. Depuis quelques jours, cette niveleuse tourne à plein régime dans le quartier Dar es Salam d'Odiéné. Les ouvriers s'activent à achever le reprofilage des voiries. L'opération est à mettre à l'actif du maire de la commune, Nassénéba Touré, soucieuse de faciliter la mobilité des biens et des personnes. Tout était gâté, vraiment. Moi-même, quand je viens à la moto, il dit « je ne peux pas rentrer dans le quartier ». Quand les enfants viennent aller même à l'école, les chauffeurs, les taxis refusent de prendre les enfants pour aller à l'école parce qu'il dit que la voie n'est pas bonne. Mais j'ai vu ce travail, vraiment, merci à Madame le maire. Il suffit seulement qu'il pleuve, c'est fini. Même à pied, on a des problèmes, la boue partout. Avec ce reprofilage, nous pourrons nous déplacer pour aller partout où on n'arrivait pas. La première phase de ce vaste projet de reprofilage concerne 6 quartiers de la commune d'Odiéné pour environ 20 km. Les travaux sont déjà terminés par endroits, comme au quartier Jérusalem et Cobrella, et ce sont les bénéficiaires les plus heureux. On est très contents de l'équipe de Madame le maire. Le reprofilage, vraiment, ça nous a plu beaucoup. Il n'y avait pas de route du tout. Même pour marcher, on avait des problèmes. Le conseil municipal prévoit mobiliser plus de ressources afin de renforcer ces travaux qui contribuent aujourd'hui au bien-être des résidents. Nous allons continuer avec 100 km de voies reprofilées, en plus des 10 km de bitume que l'État a prévu de faire. C'est pour faciliter la mobilité urbaine des populations et nous allons continuer comme ça parce qu'après chaque saison de pluie, on voit les routes qui sont dégradées, mais aujourd'hui la mairie a décidé de vraiment mettre le paquet pour ouvrir les voies, pour permettre aux populations de circuler librement. Durant cette visite terrain, Nassénéba Touré a également invité ses administrés à assainir le cadre de vie. Pour elle, Odiéné doit refléter l'image d'une ville durable où le développement rime avec le respect de l'environnement. C'est une série d'événements qui se veut le creuset de la cohésion sociale et de la fraternité. Le conseil municipal d'Abobo vient de lancer la 13e édition du tournoi de la municipalité. Il est couplé au festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo qui appelle aux Olympiades en français et en mathématiques. Le compte-rendu de Naomi Mokla et Amédia Rassouba. L'élan de la cohésion nationale est toujours d'actualité dans la commune d'Abobo. À travers le lancement de la 13e édition du tournoi de la municipalité, couplé du Festival des arts, de la culture et des Olympiades, la mairie d'Abobo souhaite renforcer les liens de fraternité et promouvoir le vivre ensemble. Madame le maire, dans sa vision, voudrait que les jeunes se construisent pour pouvoir un jour
s'intégrer de façon harmonieuse dans le tissu social et dans le tissu professionnel. Nous faisons véritablement de cette activité une école de formation. À travers le thème entrepreneuriat sportif, éthique sportive et les métiers des sports, Kondia Kamisoko Kamara, maire de la commune d'Abobo, encourage la jeunesse à pratiquer le sport afin de cultiver la fraternité. On peut réussir par le sport, on peut réussir aussi par la culture, tellement d'activités. Donc on fait aussi de l'entrepreneuriat culturel. Le Festival des arts et de la culture d'Abobo et les Olympiades se dérouleront du 2 octobre au 18 décembre prochain. La jeunesse du RHDP continue la mobilisation pour l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. On parle maintenant de politique. Après Yopougon, Toba, Bouaké, Bondoukou et Yamoussoukro, c'est la commune de Songon qui a accueilli la caravane de sensibilisation des jeunes du parti. Ces derniers ont été instruits sur les enjeux de la révision de la liste électorale. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. L'élection présidentielle de 2025 est avant tout l'affaire des jeunes. C'est la conviction du président de l'Union des jeunes du RHDP et il a tenu à la partager aux militants de son parti résidant à Songon. Mais pour garantir une victoire à l'élection, Koné Mamadou sonne la mobilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Nous avons pris l'engagement de faire enrôler 1 million de jeunes sur la liste électorale. Et cela passe par un travail minutieux que nous sommes en train de confier aux jeunes. Nous leur avons demandé de faire du porte-à-porte, de rassembler tous les documents administratifs de tous les jeunes afin qu'ils soient prêts. Soient prêts pour déjà préparer cette opération. Et dès que la CEI ouvre l'opération le 19, il faut que nos jeunes prennent d'assaut tous les lieux d'enrôlement pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Et c'est à travers ça que nous allons garantir la victoire à notre parti dès le premier tour en 2025. Ici à Songon, avec le Premier ministre, nous sommes déjà avancés, les jeunes ont compris que le fer de lance du RHDP, c'est eux. Conscients de la responsabilité qui leur incombe, les jeunes du RHDP se sont engagés à garantir la réélection du président Alassane Ouattara, fort de son bilan, entre autres, en matière d'éducation, d'infrastructure et d'insertion des jeunes. L'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a célébré récemment le 75e anniversaire de la proclamation de l'Empire du Milieu. L'événement a réuni plusieurs membres du gouvernement et d'éminentes personnalités. La commémoration a été l'occasion de célébrer les efforts concertés déployés par le peuple chinois sous la ferme direction du comité central du Parti communiste. Le compte-rendu de Souleymane Donisongou. Cette année marque le 75e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. En vue de marquer cette commémoration, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire organise la présente cérémonie. Pour les diplomates chinois, la coopération sino-ivoirienne est à l'image de la coopération sino-africaine qui s'enracine au fil des années. Les deux chefs d'État chinois et ivoiriens sont convenus de porter les relations sino-ivoiriennes au niveau de partenariat stratégique, ce qui montre pleinement la solidarité et de l'amitié sino-ivoirienne et sino-africaine et que ces relations poursuivront un développement sain et régulier. Le ministre en charge des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wota Bouna Ouattara, salue les rayonnements de la Chine sur la scène internationale et l'excellente relation bilatérale qui lie les deux pays. La Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir avec votre pays une coopération exemplaire depuis une quarantaine d'années, coopération désormais portée au rang de partenariat stratégique. C'est le 1er octobre 1949 que le président du comité central du Parti communiste chinois, Mao Zedong, proclamait l'indépendance de la République populaire de Chine à Beijing. Cela après plusieurs années d'une guerre civile opposant le gouvernement nationaliste aux communistes. On s'intéresse maintenant aux activités du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Léon Kakouadom a reçu en audience hier mercredi l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire. Le diplomate émirati est venu témoigner la reconnaissance du gouvernement et du peuple émirat des Émirats arabes unis au gouvernement ivoirien. Une visite qui intervient suite au bombardement de la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum. C'était le 29
septembre dernier. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières, Israël a affirmé ce jeudi avoir tué 15 membres du Hezbollah dans une frappe contre le sud du Liban. Le mouvement pro-libanais iranien a dit avoir repoussé 2 incursions de troupes ennemies au 4e jour d'opération terrestre israélienne dans cette région. L'armée libanaise a affirmé avoir pour la première fois depuis le début, il y a 1 an, des hostilités entre Israël et le Hezbollah riposté à des tirs israéliens dans le sud du pays après la mort de 2 de ses soldats. Et Israël a mené de nouveaux raids meurtriers sur Beyrouth et sa banlieue sud. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain soir pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez surtout sur RTI1. Bonsoir.